Bonjour, c'est rare d'être identifiable seulement par un prénom. Si je vous dis Jen, ah oui, vous avez trouvé, c'est Jen Birkin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ravie de vous revoir, de vous retrouver. Ça fait de nombreuses années qu'on ne s'est pas vu. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre Oui. vie, des choses bien, des choses beaucoup moins bien, des choses même tragiques. Alors, on va évoquer évidemment la chanson, notamment Gainsbourg. Il y a ce très bel album, il y a cette tournée Birkin-Gainsbourg, le symphonique. C'est vrai que vous avez déjà chanté énormément Gainsbourg, mais là, différemment, avec un très bel orchestre. Et à chaque fois, en plus, un orchestre différent. Alors, on va évoquer évidemment cette actualité. Vous savez, en fait, dans l'émission, on aime bien aussi revenir un petit peu en arrière. On sait évidemment que vous êtes né en Angleterre. Est-ce que vous entretenez encore des relations importantes, grandes, denses, intenses avec votre pays? Familial. Familial. Familial, parce que j'ai mon frère qui vit en Pays de Galles. Andrew. Et Andrew, oui. Et ma petite sœur qui vit à la sortie de Londres. Donc pour eux, oui, en fait, c'est des escapades. Les meilleurs sont avec eux. C'est de filer en Angleterre pour les voir. Et puis aussi pour le promo et pour les concerts, parce que je peux faire quelques-unes en Angleterre maintenant. C'est plutôt... Vous êtes tout aussi connu qu'ici? Oh ben non, rien à voir. Non, parce que j'étais partie à 20 ans et j'ai jamais passé sur leur télé, peut-être 2 fois dans ma vie. C'est ça qui change tout quand même. Quelle est votre réaction au Brexit? Catastrophe. Catastrophe parce que malheureusement, on ne va pas avoir la preuve de catastrophe avant notre élection à nous. Mais c'est dommage parce que d'après le BBC qui était venu m'interviewer la semaine dernière, les gens sont catastrophés. Mon frère, ma sœur, ils se sont endormis comme nous en pensant que c'était dans le sac. Et puis, cauchemar le jour après. Et encore, rien n'a encore commencé. C'est dans 2 ans qu'ils vont vraiment ressentir. Les fermiers, toute l'agriculture anglaise qui était subventionnée Par l'Europe. Par Europe, je pense qu'ils vont sentir ça très péniblement, oui. Autre cauchemar récent, les attentats de Londres. Oui. Comment vous avez ressenti ça, particulièrement dans votre chair? Ce qui est toujours très touchant avec les Anglais, c'est que les policiers ne sont pas armés. Qui fait qu'il y a une sympathie immédiate pour les policiers. Maintenant, on les arme quand même un peu. Mais le malheureux garçon n'était pas armé, donc c'est pas du fair play. Et les gens se sont comportés de manière merveilleuse, comme en France d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais très touchée que le Tour Eiffel s'est éteinte cette nuit-là. Je pense que les Anglais étaient vraiment très touchés par ça, et moi aussi. Mais la façon qui se laissait rien bouger, que le tourisme le jour après était exactement comme avant. C'est la bonne attitude à avoir? Évidemment, mais il faut l'avoir, toutefois. Mais en France, ils étaient très courageux, parce que quand même par les nombres, on regarde Nice et regarde le Bataclan et le Stade de France, enfin c'est des chiffres... Et les peuples se révèlent à ce moment-là. Oui, et parfois le meilleur d'eux-mêmes. Regarde les gens sous le pont de Londres qui sont arrêtés pour s'occuper des gens qui étaient blessés. Regarde comme les gens étaient fantastiques avec les personnes qui essaient de s'échapper de le Bataclan, ouvrant leur appartement, etc. Ça a donné vraiment confiance dans l'être humain. La solidarité. Ils étaient si bons. Vous êtes issu d'une famille aristocrate. Pas non plus, pas non plus Louis XVI. Hein. Alors, quand on voit ces images, je sais que ça vous apporte de l'émotion. C'était le mariage de vos parents. Ça, c'était les actualités de l'époque. C'est parce que maman était tellement célèbre qu'ils l'ont filmée. Elle venait d'épouser mon père. C'était pendant la guerre. Papa avait le patch comme ça parce qu'il passait ses nuits sur les côtes bretonnes avec la résistance française. David. Et maman chantant dans les théâtres londoniens où elle n'arrêtait pas pendant les bombardements. Pourquoi vous êtes mariée si jeune? Parce qu'il n'y avait pas question de ne pas se marier à l'époque. Parce que maman pensait que je serais blessée s'il me quittait, en fait. Enfin, ça ne se faisait pas de vivre avec quelqu'un juste. Alors que c'était Swinging London et les gens faisaient un peu d'après ce qu'il désirait. Mais pas pour moi. Il avait 13 ans de plus, il était déjà marié une fois, il avait eu un enfant avec la fille au père. Il était vraiment quelqu'un de très dangereux, mes parents pensaient, à juste raison.
Et... On parle de John Barry. Hein. Oui. Donc, terriblement attractif. Un visage un peu à la Gustav Mahler, avec ses petites lunettes, et puis devant un 80 musiciens pour ses musiques de film. Pour moi, c'était incroyable qu'il tombe amoureux de moi. Il y avait tellement d'autres filles dans la comédie musicale, mais voilà, c'était moi. Et papa voulait me faire Ward of Court, parce que j'étais mineure. Et finalement, j'ai tordu son bras et il m'a laissé marier. Mais pour lui, c'était une catastrophe. Et d'une, je faisais le théâtre comme maman. Et de deux, je me suis mariée. Je partis de la maison à 17. Mais ça n'a pas duré. J'étais de retour avant. Voilà, divorcée dès 20 ans et direction la France. Votre parcours en quelques dates clés par Alexandra Garde. J'aime beaucoup quand on me pousse et qu'on bouscule un peu, secouer tout ça. Ça m'excite. Et le premier à vous pousser, Jane, c'est le réalisateur Michelangelo Antonioni. En 1967, il réalise Blow Up et vous offre votre premier rôle au cinéma. Vous avez 20 ans, vous y êtes nu, vous y faites scandale et le film est Palme d'Or à Cannes. En 1969, Jane croise une tête de chou et le destin se noue. Maintenant, vous voulez chanter peut-être? Oui. Qui vous a donné cette idée? Mais c'est vous. 69. Un peu provoque, les années choc, les années Gainsbourg. Mais en 1981, vous quittez Serge pour Jacques Doyon qui vous impose dans La Fille prodigue. Regardez, voilà, tu commences à le voir là. Tu le regardes, tu le regardes, tu le regardes. Un registre beaucoup plus dramatique que vous poursuivez avec Jacques Rivette et Agnès Varda. Puis le théâtre vous fait de l'œil et en 1985, vous montez sur scène pour la première fois sous la direction de Patrice Chéreau. Et d'attendre que vous m'ayez donné la liste des termes sans reproche que je dois employer. Grâce à cette expérience, vous prenez confiance. Et en 1998, vous vous émancipez vraiment en enregistrant à la légère un album avec 12 auteurs sans l'ombre d'un Gainsbourg. Cet album, comment le percevez-vous? Comme une chance. C'est peut-être ma chance. S'en suivra ce beau duo avec Mickey 3D. Je m'appelle Jane et je t'emmène. Puis en 2007, flashback avec Boxies. Votre film autobiographique offre une réflexion sensible et grave sur les liens familiaux. Tu as été parfaite et aimée par deux pères. Juste un peu trop. On a toujours tout faux, hein. Mais votre deuxième famille, Jane, c'est l'humanitaire. En 2014, vous soutenez les lycéennes enlevées par Boko Haram après avoir milité pour Aung San Suu Kyi. J'aurais mauvaise conscience de ne pas être là pour défendre les gens qui n'ont pas toujours été écoutés. Et protester contre la politique d'immigration et de sécurité. Régine, oui. Aung San Suu Kyi, vous la soutenez toujours parce qu'elle est très controversée aujourd'hui en Birmanie. Elle n'a plus besoin de mon soutien. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vue depuis une dizaine d'années. Si, quand elle était venue en France, on m'a invitée très gentiment à l'Élysée, mais j'étais à l'hôpital. Donc, je n'ai pas pu et je me suis dit, oh, quand même, après 20 ans de cette femme extraordinaire, quel dommage. Elle est venue me voir. Et elle était tout aussi magnifique que j'avais imaginé. Maintenant, elle a des problèmes dans son pays qui n'est pas encore sorti de la junte militaire. Il y a eu une tradition de mauvais comportements vis-à-vis des musulmans dans ce pays. Je crois que son père n'avait pas été tendre non plus. Elle est sur surveillance, donc elle essaye d'être le leader, mais son pouvoir est quand même très lié. Donc, comme c'est très, très impopulaire de soutenir les autres, elle joue fine de mon avis. Mais vous pensez que c'est plus de la stratégie? Oui, je crois que je crois qu'elle vit par stratégie, oui. Est-ce que vous avez conscience d'avoir inventé une nouvelle forme de beauté, d'esthétique? Je crois que j'ai réconforté les filles qui n'avaient pas de seins. Là, j'ai vu qu'il y avait une magazine qui s'appelait Union, que j'ai acheté dans les gares. Et dans les lettres, il y avait quelques lettres de remerciements des filles qui étaient très complexées. Et maintenant que je lis mon journal intime, parce que je vais le publier, je vois leur hantise à l'école. Je vois l'internat où les filles regardent au-dessus des douches en disant toujours rien 99. Avec tout ça, de vous appeler un half-caste, que vous êtes demi-garçon, demi-fille. C'est pas très étonnant que dans les mains et vues par Serge, j'étais dans Lui Magazine en permanence sans être payée gratos, tellement j'étais content. Jane, est-ce que vous trouvez que notre époque a reculé, qu'elle est plus puritaine?
Je crois pas qu'elle a reculé, mais c'est vrai qu'il y a des choses maintenant qui ne seraient peut-être pas possibles. Je ne sais même pas le film avec Agnès Varda, que j'ai adoré, Kung Fu Master, que j'avais écrit et qu'Agnès a mis en scène avec son propre fils et Charlotte, sur un enfant de 14 ans, que je tomberais amoureuse de moi ou moi de lui. Oh, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'on pourrait le faire. Lemon Incest a causé un bel pagaille, mais est-ce que ça serait possible? Les gens sont devenus très prudes. Mais suspicieux aussi, ce qui est dommage. Enfin, oui, des gens regardent à deux coups, ils n'osent pas prendre des ascenseurs avec des femmes qui peuvent les faire les procès. Enfin, il y a tout un merchandising en Amérique, toute une chose qui est devenue aussi une vraie hantise et une vraie, je ne sais pas, des femmes qui sont touchées au travail ou qui sont menacées, c'est insupportable. Donc tout ça, c'est tellement compréhensible et normal. Mais c'est vrai que notre époque, sans doute, choquerait, peut-être. Vous êtes aussi très attentionné à la cause animale, ça on le sait. Alors vous aviez carte blanche et vous avez choisi de vous rendre au Jardin des Plantes. Alors on a rencontré un homme qui a des vertus. C'est un vrai guérisseur, il est vétérinaire. Il s'agit de Norine Chaille. Et Alexandra Garde et Anne Rousselet-Blanc vous ont accompagné ce jour-là. Bonjour Jane. Salut. Comment ça va? Très bien, très bien. On est dans le Jardin des Plantes. J'habite juste à l'autre côté. Il y a un vétérinaire dans ce zoo que j'aime particulièrement, qui s'appelle Norine, parce qu'il caresse un tapir et un panda roux. Et si j'étais un panda roux ou un tapir, je serais trop contente. De toute façon, des vétérinaires, des docteurs, ça me fascine. J'étais venue ici la première fois, il y avait un serpent qui avait un cancer de la peau. Pas de peau. C'est lui qu'on va voir. Et lui aussi. Lui, il a l'Alzheimer. Ça va? Ça va bien? Oui, et toi? Ah, moi toujours quand je te vois. Comment va le panda roux? Super bien, il t'attend. Et le tapir? Il t'attend aussi. Génial, génial. Norine, c'est le chef ici. C'est lui le vétérinaire de tout le Jardin des Plantes. Ça me fascine littéralement. Je suis très passionnée des animaux et aussi son don particulier qui est de toucher les animaux. Tout le monde a cette capacité à le faire. Tu parles bien avec ton chat ou ton chien? Oui, oui. Et tu sais pourquoi tu y arrives? Non. Parce que tu parles avec le cœur. Et quand on parle avec le cœur, tu peux parler à tous les cœurs de tous les animaux. Ils le sentent. Ils le sentent. Jiang, c'est moi. Salut Jiang. Tu te rappelles de lui? Oh oui. Ici, c'est son hôpital particulier. Donc c'est un petit panda qui a un problème du cerveau. Cette maladie, en fait, se retrouve chez l'humain sous le nom d'Alzheimer. Tu vas voir ses symptômes. Hop, tu vois là, oui. Il a du mal à se mettre debout. Voilà, hop, tac, t'as vu? Le fait de voir des gens, de stimuler, ça fait partie de la thérapie, justement. Il a beaucoup de chance, celui-là. Il a des caresses, il est aimé pour ce qu'il est. Que demande le peuple, après tout? C'est ce qu'on aimerait tous, non? D'avoir quelqu'un qui vient nous caresser de temps en temps et puis comprendre notre maladie et qui est patient avec nous. Dis-moi, t'as l'air en pleine forme. Hein? Oui, oui, oui. Ça va. Ça va, ça va. Maintenant, on va aller voir l'intimité d'un tapir. Tenga, je vais arriver. Je vais te présenter quelqu'un. Tenga, je vais le calmer et je vais le rassurer. En général, il n'y a que moi qui rentre seul. Même les soignants n'ont pas le droit de rentrer. Parce que c'est dangereux. Là, on est dans des procédures dangereuses. J'ai confiance dans ce qu'il dit. C'est une relation fantastique qu'il peut faire à sa guise ce qu'il veut. Il est tout à fait pour. Regarde-moi ça. Alors Jane, tu vas rentrer tout doucement. C'est Jane, n'aie pas peur. Je t'ai promis qu'elle était gentille. Je t'ai promis qu'elle était gentille. Oui. Ne t'inquiète pas. Oui, mon bébé. T'inquiète pas. Quelle adorable bouche. C'est rien. Oh, qu'est-ce que tu es beau, oui. Oui, tu es très beau. C'est rien. Alors je lui mets ce spray parce qu'il va très peu dans son bain. Donc du coup, il a la peau sèche. La C'est un produit exprès pour hydrater. Ceci dit, si j'étais lui, j'aimerais bien aussi. Je vais peut-être m'allonger un coup dans la paille. Tu veux dire au revoir à Jane? Tu peux dire au revoir à Jane. Merci. Quelles sont les qualités de Jane pour être une bonne vétérinaire? La plus grande qualité, c'est le cœur. Et Jane, c'est un cœur ambulant. Et les animaux le sentent. C'est bien de pouvoir toucher un tapir, non? Ça fait du bien. J'aimerais lui faire du bien, mais à moi, ça me fait énormément de bien.
Je vous laisse. Hein. C'était au Jardin des Plantes cette semaine. Parmi les épreuves qui vous ont touché ces dernières années, Jane, vous avez connu la maladie. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes guérie? Autant que je peux l'être, je suis. Et non, ils ont fait un fabuleux travail. Mais ça me fascine beaucoup, hein, les vétérinaires, les docteurs, les chirurgiens. Le corps médical, vous êtes toujours attaché au corps médical. Merveilleux, absolument merveilleux. Les infirmières, on sait très bien quand on est avec une qui reste un peu, qui a le droit et le temps de rester un tout petit peu plus longtemps avec vous, qui vous touche la main quand vous avez peur. Mais qu'est-ce que c'est bien! Moi, j'adore ces métiers-là. J'adore ça. Vous avez toujours eu confiance dans les traitements qui vous ont été ordonnés par les médecins? Toujours. Parce que j'étais dans une fabuleuse ignorance. Je ne savais pas. Je pense que j'ai fait plus peur autour de moi que j'ai eu personnellement. Donc, j'ai une confiance complète en eux. Complète. Vous êtes une malade docile? Oui. Mais je suis habituée parce que papa était malade. Donc j'ai toujours vu papa dans les hôpitaux. L'odeur des hôpitaux m'a jamais effrayée, bien au contraire. Je me sentais comme si j'étais chez moi. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir ces derniers mois? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on a des enfants, on a des petits-enfants. Il n'y a pas question de baisser les bras? De ne pas faire notre maximum. Je veux dire, il y a des gens qui ont eu des choses tellement terribles dans la vie. Ils perdent leur famille entière. Alors, qui sommes-nous de tout d'un coup de renoncer? Si on peut faire le moins de petits biens, ça a l'air d'être un peu, je ne sais pas, un peu trop goody-goody. Et je ne veux pas l'être parce que Dieu sait, je ne suis pas. J'aime le social. J'aime être avec les gens. Ça ne s'appelle pas social, mais je suis un animal social. Comme le tapir, j'aime bien être caressée, mais je veux bien caresser aussi. Vous avez de l'empathie, en fait, pour les autres, quoi. Je me sens mieux avec les autres. Et je ne serais pas bien dans un monde sans être humain. Et ils me donnent courage, surtout, et je vois leur exemple. Ils sont fantastiques, les gens. Il y a Johnny Hallyday qui a rendu public qu'il souffrait d'un cancer. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous lui avez envoyé éventuellement un petit message? Je ne le connais pas assez bien pour envoyer des messages, j'ai envoyé des bisous. Ah. C'est déjà beaucoup. Est-ce que vous pensez que chanter, c'est une thérapie? Oui. Oui. C'est d'écouter les autres aussi. De voir les histoires des autres, le cinéma, le théâtre. C'est pour ça que j'aimerais balader un peu partout avec ce concert, parce que je crois que ça fait du bien. C'est très émotionnel, ça oui. Mais après tout, ça fait du bien d'être émotionnel, ça fait du bien de lâcher. Et puis ces chansons sont à tout le monde. Je fais partie des histoires des gens depuis bientôt un demi-siècle. Donc, si ça les rappelle des souvenirs, tant mieux. On a retrouvé une archive des années 70 et c'est le moins qu'on puisse dire, c'était pas un véritable coup de foudre entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg. La première fois que je l'ai vu, c'est Jane, c'est ce boudin anglais. La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé c'était pas son visage vraiment, c'était son façon d'être. J'ai trouvé horrible. Il était, mais ça c'était sa façon de. Il n'avait pas de courtoisie ou de gentillesse là, mais j'ai compris après ce que j'ai pris pour agressivité, c'était une grande timidité. Alors voilà les compliments qui fusent, boudin anglais, horrible. Et quand vous vous êtes connus, en plus, lui sortait d'une idylle avec Brigitte Bardot. Dans quel état émotionnel il était? Je pense qu'il était encore dans une émotion pour Brigitte, parce qu'on était dans un restaurant à Saint-Tropez et j'étais dos à la porte. Et je l'ai vu changer de couleur, tu sais, comme les gens font, devenir blême.
je me suis retournée, c'était Brigitte. Et donc, ça lui faisait quelque chose. C'était encore vif. Oui, et quand John Barry est venu pour sortir ma fille Kate à Londres, je m'en souviens d'avoir regardé par la vitre et il était tellement beau et Kate trottait à ses côtés. C'était tellement idyllique. Et Serge m'a vu pleurer et il s'est jeté sur le piano pour faire dam 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 dam, qui était la musique de John Barry, parce que ça l'a rendu jaloux de me voir comme ça. Mais chacun était à la sortie d'une blessure, ou plutôt chacun a guéri grâce à l'autre des blessures. Et peut-être c'est ça l'affection réelle et durable. Je dirais que oui, cette affection est plus grande encore que les coups de foudre. Cette affection va jusqu'à la mort et ça n'empêche pas d'autre amour, ni de ma part pour Jacques Doyon, ni pour Bambou et Lulu. Au contraire, ça nous rassure parce qu'on sait qu'ils sont saufs. Eux, ils savent qu'on ne risque rien avec l'autre. Mais on est nécessaire. Mais on est bien d'accord, Jane, qu'il faut quand même le comprendre. Quand on est partenaire, il faut quand même l'accepter, ça. Ça ne doit pas être simple. Mais si on est nécessaire à l'autre, et si on est encore mieux, parce que ça va aussi, oui, c'est une grande compréhension. On a tombé vachement bien. Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'ai tombé vraiment bien avec Bambou. Oui, vraiment. Mais j'aime ça chez les autres aussi. Je suis forcée de comprendre quand les gens ont une très grande affection, tendresse avec leur ex-femme. Je trouve ça formidable. Je suis obligée de trouver ça formidable parce que je l'ai eu. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand vous vous êtes rencontrés, il venait d'être père. Il était père 2 fois avant. Et Paul venait de naître. Oui. Et Natacha auparavant. Oui. Ah, c'est ça. Mais je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas du tout. Et moi, j'avais Kate. Donc, Kate avait à peine 1 an quand elle a connu Serge. Elle était toute petite. Elle a connu 2 ans, 3 ans avant Charlotte. Elle trottait avec nous. Et ça aussi, pour ses 2 enfants à lui, c'était sans doute quelque chose qui était très dur à avaler. Vous rencontriez, c'était une famille recomposée ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était une autre époque, vraiment. Une autre époque où je ne comprenais pas très bien. Mais c'était une époque où il fallait voir les enfants avec leur mère. Et voilà. J'ai fait ce que je pouvais, ce qui n'était pas grand-chose. Vous le faites revivre grâce à il y a 500 chansons de Gainsbourg. Donc, il a fallu évidemment en choisir 21. Donc, la sélection a été rude, très certainement. Vous les interprétez sur scène. Vous avez déjà fait une tournée assez déjà pléthorique et vous continuez. Et c'est vrai, avec une orchestration extraordinaire. C'est-à-dire que la musique classique sous-tend les textes de Serge Gainsbourg. Et vous dites que ça aurait été très joyeux pour lui et jubilatoire s'il avait vu ça et entendu surtout. Et oui, c'est bête. C'est vrai que de ça, je suis certaine, de l'émotion qu'il aurait eue. Parce que je l'ai aussi, et les gens l'ont, quand ils écoutent cet orchestre, et les orchestrations qui sont en vraie composition entre les chansons de Nobuyuki Nakajima, le japonais, que j'ai trouvé par hasard quand je suis allée au Japon après leur tsunami pour faire les petits concerts de soutien, de rien du tout. J'ai tombé sur Nobu et je demandais qu'il fait les orchestrations pour ce show, pour le Philharmonique. Et ce qu'il a fait est une merveille, une merveille. C'était à Varsovie, un aperçu. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Je chante
chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles bois dormants qui dorment. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème les grains de pavot sur les pavés de l'amour. Cette chanson, les feuilles montent, s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amants mentent, en auront fini de mourir. Des chansons que vous avez beaucoup chantées, évidemment, oui. Et elles présentent une dimension vraiment particulière, je trouve. Nous, déjà, en tant que public, mais alors vous, en chantant, même on doit être impressionné, non, par l'orchestre symphonique. Ça vous tient. Ah oui, ça porte. Ah, c'est magnifique, parce que j'avais toujours eu tellement peur, toujours, dans tous les films, dans toutes les pièces de théâtre, dans tous les concerts. Et là, je ne suis pas centrale. Je suis là, évidemment, c'est moi qui chante. Mais Nobu m'a construit une partition où je passe. Il a fait comme si j'étais une violine. Donc, au contraire, c'est eux qui me portent. Et ils sont bien, même si je n'avais pas été là, il aurait été magnifique. Vous l'aimez, votre voix? Chanter, ça va. Vous la travaillez? Non. J'ai essayé de travailler, mais j'arrivais pas à grand-chose. Non, je la trouve mieux maintenant, mais je pense que chanter, c'était toujours pas mal. Qu'est-ce qu'elle reflète, votre voix, selon vous? Je pense que quand c'est trop haute perchée, c'est parce qu'on est nerveuse, parce qu'on a peur. Alors quand c'est bas, quand on peut parler longtemps, comme ici, elle me semble qu'elle est meilleure. La plus belle voix était celle de ma mère, qui était très grave. Lou, quand elle chante. C'est pas ma voix, c'est une voix uniquement à elle, mais un peu à ma mère aussi. Un côté gravelos que je trouve exquis. D'ailleurs, Lou, elle dit de vous, et elle aime le répéter, Birkin ne s'est pas faite avec Gainsbourg. Ça, vous êtes d'accord, j'imagine? Je trouve ça vraiment galant de sa part. Parce qu'en fait, elle veut me défendre et elle trouve que je vaux quelque chose toute seule. Et comme elle est féministe également, ça l'agace à la longue que je sois toujours un appendage de Serge, que je n'existe pas pour moi-même. Vous n'avez pas votre propre identité. Oui. Et elle a raison. Dans les films de son père, La fille prodigue, je suis vraiment bien. Le Cinémathèque m'a fait un rétrospectif. J'étais tellement flattée. Et j'ai vu que j'avais vraiment fait une dizaine de films vraiment très sérieux et très bien, notamment avec son père. Aussi les comédies avec Pierre Richard. Donc c'est vrai que je n'ai pas été que le produit de Serge. Et pour l'étayer, alors Véronique Mortaigne, qui est critique musicale, elle décrypte ce que vous avez apporté justement à Serge Gainsbourg. En fait, elle est la fille que j'attendais. Ça ne s'est pas su comme ça au départ. Il y a eu une mutation en moi. Je pense qu'elle est la dernière. Égérie de Serge Gainsbourg, Jane Birkin interprète ses textes, donne vie à ses fantasmes. Mais s'il est le Pygmalion, elle est bien plus qu'une source d'inspiration. Elle a modelé Serge autant qu'il a créé Jane. Je t'aime et je crains de m'égarer. Il faut inverser cette tendance qui consisterait à dire que Gainsbourg a tout donné à Jane, ce qui est complètement faux. Elle avait une personnalité qui, contrairement à ce que même Gainsbourg a dit, n'était pas si malléable. Avec cette énorme sensibilité qu'elle a, elle a su trouver ce qu'il fallait donner à Serge. Je t'aime, oui je t'aime. Une des choses que Jane Birkin a apporté à Serge Gainsbourg, c'est sa voix. Parce que cette voix très haute, très angélique, etc., qu'il n'avait pas cherché, elle lui a amené naturellement. C'était une chanson qui n'a pas été faite pour elle, qui était faite pour Bardot. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière et très juvénile. Je ne suis pas sûr que l'original aurait été un succès international. Une des premières œuvres majeures de Gainsbourg, c'est Mélanie Delson, qui est inspirée directement de Jane Birkin. Ce sont des chansons et des personnages à chaque fois. C'est des petits films. Oh, ma mélodie,
Et donc oui, elle est une muse, elle est plus qu'une muse, elle apporte toute une culture, qui est cette culture anglaise, qui est cette culture très cosmopolite. Ce que Jane a apporté essentiellement à Serge Gainsbourg, c'est sa féminité. Cette part féminine très cachée, il se cachait sous les traits d'un misogyne absolu, enfin vraiment pas marrant, quoi. Hein, mais, et elle, tout de suite, elle a senti cette féminité. Allez, parle-nous un peu de Serge. Tu l'as vu? Voilà, c'est ça. Quoi ça? Souris. Elle a fait ressortir cette féminité en lui demandant de se laisser pousser les cheveux, mais aussi un peu la barbe, vous savez, la barbe de 4 jours. Elle va aussi acheter des bijoux, elle dit des bijoux de comtesse. Ça fait partie de ce côté aristocrate et très féminin. Et la féminité, c'est pas... Chez Gainsbourg, c'est très important parce que c'est une deuxième part de lui-même. Hein. Jane Birkin retire des poids considérables que Gainsbourg a sur les épaules. C'était quand même quelqu'un de profondément nostalgique et de grave. Mais Jane, elle arrive de Carnaby Street, qui est quand même une légèreté londonienne énorme. Elle s'en fout un peu. Et ça lui plaît énormément, ils s'amusent beaucoup ensemble. Gainsbourg doit à Jane d'être encore fameux et connu. Hein, parce que c'est elle qui a fait perdurer la légende. Elle a construit ce mythe-là depuis 40 ans, et c'est elle qui l'a fait, et c'est elle qui fait que la mémoire de Gainsbourg n'est pas éteinte. J'aime cette fille. Je peux le dire, j'ai jamais dit ça de personne. J'aime cette fille. J'ai jamais dit ça à personne. Et t'es beau, là. Ça retentit encore dans votre cœur? Je le trouve exquis, là. Particulièrement, j'étais enceinte de Charlotte, donc il était à l'âge le plus magnifique, je trouve. Il était très drôle, contrairement à ce que Véronique dit. C'était une personne, mais à part mon père, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi drôle que lui. Le fait d'évoquer Serge Gainsbourg, de chanter Serge Gainsbourg, vous êtes associés tous les deux. Est-ce que ça ne fait pas fuir des compagnons en puissance? Si. Je crois que c'est très, très difficile. Tu t'assois dans un taxi et puis le taximan dit « Ah, Jeannette !» Et puis il dit quand on a eu Serge dedans. Oui, évidemment. Mais peut-être aussi, ça vous rend piquant. Hein. Est-ce que vous êtes amoureuse en ce moment? Ça fait 20 ans. Que vous l'êtes? Que je ne suis plus. Que vous ne l'êtes plus? Non, j'ai vu une... Ça vous manque? Oh oui, la compagnie me manque en fait. J'ai connu un garçon formidable, Olivier Rollin. La compagnie... Un écrivain. Oui. Grand écrivain. Et j'étais avec Agnès Varda, on regardait un film ensemble chez moi sur Grace Kelly. Et elle a dit, ce qui me manque le plus, c'est des commentaires avec Jacques Demy, avec elle. Et oui, c'est ça, c'est les commentaires. C'est les commentaires. Mais j'ai des copains, des copines. Michel, Gabriel, mon frère, ma sœur. Avec lesquels vous partagez? Oui, avec lesquels je partage. Et j'ai Dolly, mon chien Dolly. Donc, est-ce qu'on serait capable? Est-ce qu'on a la générosité encore pour partager les choses intimes à la maison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous le souhaite ou pas? Oh oui, vous me le souhaitez. Alors, je vous le souhaite. Jeanne, on va au dos à dos ensemble. Dos à dos avec vous, Jane Birkin, et des réponses du tac au tac. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Bouffer tout ce qu'il y a dans le frigidaire au milieu de la nuit. Ah. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Payer les additions. Qu'est-ce que vous avez fait déjà d'illégal? Fumer dans ma chambre couchée. Quel est l'âge idéal pour vous? 40. Le numéro de téléphone le plus célèbre que vous ayez dans votre smartphone? Catherine Deneuve. Un objet inutile dont vous ne parvenez absolument pas à vous débarrasser, mais qui est complètement inutile. Hein. Mon sac. Le fameux. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? J'aimerais dire ce que Jacques Doyon a dit. Je trouve ça extra. Sa femme. Et chez une femme? Son mari.
Si vous aviez, Jen, les clés de l'Élysée, le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez? Laisser entrer des gens. Est-ce que vous auriez aimé avoir un garçon? Oui. Est-ce que vous avez un cauchemar, mais récurrent? Oui. Lequel? Être sur la plage avec les enfants et une grande vague qui arrive. Et qui emporte tout le monde? En cours. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie? Comme un électrocardiogramme un peu. Des hauts, des bas. Est-ce que vous préférez une vérité qui blesse ou un mensonge qui console? Un mensonge qui console. Le mot de la langue française que vous préférez prononcer? Crépuscule. Et détester prononcer? F-R-U-I-T. Je ne peux pas le dire. C'est vrai? Une chanson qui vous rend joyeuse? J'adore Amy Winehouse. Sa voix, son originalité, sa fêlure. On le savait. On l'écoute? Oui. C'est beau, ça. Oui. Sa fêlure, dites-vous. Oui. Ça renvoie évidemment à beaucoup de choses aussi de personnel. Jen, c'était bien que vous soyez sur ce plateau de Théo Café. C'était très bien. Alors, je voudrais quand même dire que, bien sûr, vous allez poursuivre cette tournée. Alors, vous êtes partout. Hein. Vous allez être à Paris tout d'abord le 12 avril. Ça sera la maison de la... Le 11 aussi. Parce que comme 11 et c'était 12. complet, Wow, on génial. nous a fait jouer le jour de notre répétition générale. Parfait. Pas mal. 11 et 12, c'est à la Maison de la Radio avec l'Orchestre National de France. Vous serez à Varsovie, vous serez à Monaco, vous serez en Allemagne, vous serez à Lisbonne, vous serez à Londres. Ça, ce sera le 26 septembre. Ça, c'est pas mal. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Et je voulais aussi, je ne sais pas si vous appréciez, moi je trouve ça plutôt très joli, cet artiste qui est exposé sur le plateau de Théo Café. Il a pour nom Prospero Moriuzé. Alors, il expose à Géométrie variable du 27 avril au 27 octobre. Prospero Moriuzef, rue Cambacérès à Paris dans le 8e. Et dans ses œuvres, il décline à l'infini, dit-il, l'espace géométrique. Ça vous parle? Vous avez des choses comme ça chez vous? Non, pas du tout. Non, parce que j'aime bien les confusions. Mais j'étais toujours très séduite par Bonnard et Vuillard. Vous voyez, les tapis turcs avec les dessins sur les murs, avec les candélabres très basses, avec les... Oui, un mélange de fouillis. Comme vous, quoi. Oui, c'est ça. En quelque sorte. En quelque sorte. Portez-vous bien, surtout. Merci. Hein. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. On tient à vous. Merci. C'est demain. On se retrouve pour un nouveau Théo Café. On sera cette fois en compagnie de France-Olivier Gisbert. Et puis, on aura une très belle surprise pour lui, pas pour vous, puisque Christophe aussi sera présent sur ce plateau de Théo Café. Portez-vous bien, vous aussi. L'émission consacrée à Jen, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr, et ça pendant une semaine. C'est très pratique. Et puis aussi sur notre site, ainsi que, évidemment, sur YouTube. C'est notre chaîne, la chaîne Théo Café. Au revoir, merci, passez une très très bonne journée. Avec Jen, on va terminer avec un petit selfie, puis vous allez le voir à la toute fin dans le générique. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Jen. Merci. She